Bonjour, je suis le capitaine Laurent Thomas, chef du service opération de la sécurité civile, mais dans la vie de tous les jours, je m'appelle Laurent. Ça fait 22 ans que je suis officier de sapeur-pompier et ça fait 15 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie. Donc j'en ai passé 10 loin de tous les feux de brousse, puisque c'est Nouméa, donc il n'y avait pas grand-chose, ou plus grand-chose à brûler en tout cas. Et ensuite, j'ai eu la chance de passer 3 ans à Bourail, où c'est une zone qui brûle assez régulièrement. Et depuis 2 ans, eh bien, je prends de l'expérience auprès de la sécurité civile. Donc j'ai la responsabilité de vous faire partager le bilan 2018, sachant que ça reste une vision très factuelle de ce que nous avons pu constater et des moyens qu'on a pu engager. Voilà, donc ça reste par rapport, tu m'as donné une sorte de sommaire de mon intervention qui était très scientifique et très abondant, mais je vais restreindre mon intervention à le bilan d'activité 2018 et les moyens de la sécurité civile qui sont déployés. Voilà. Alors, le bilan de la saison feu de forêt, cette diapositive, en fait, on la reprendra à la fin. C'est que, en gros, toutes les années impaires, depuis le transfert de compétences, je rappelle, le 1er janvier 2014, transfert de compétences sécurité civile de l'État à Nouvelle-Calédonie, toutes les années impaires, on a 13 000 hectares qui brûlent. Donc, l'année dernière, nous étions sur une année paire, donc la moitié. Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur 266 départs de feu qui nous ont été remontés, donc il y en a certainement eu plein d'autres, mais sur les 266 départs de feu qui nous ont été remontés, eh bien, on a totalisé une superficie de presque 6500 hectares. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a 11 feux qui ont été au-delà de 100 hectares et qui représentent les 3/4 des superficies brûlées, plus de 4000 hectares. Donc en fait, ce n'est pas là où ça brûle le plus qu'il y a le plus de surface brûlée. Ça, tous les ans, en tout cas, depuis que la sécurité civile fait des études statistiques pour avoir plus de retours et pouvoir plus anticiper sur les moyens préventifs qu'on va mettre sur le terrain, on s'aperçoit qu'en fait, la saison administrative des feux de forêt est un héritage de la sécurité civile de l'État, donc 15 septembre, 15 décembre. Bon, mais que ça brûle avant, ça brûle après, mais en gros, quand il fait chaud, ça brûle. Voilà. Jusqu'à l'arrivée des cyclones. Ensuite, un autre chiffre, donc comme je vous l'ai dit, on est en diminution par rapport aux années paires, donc impaires, voilà, les années impaires, eh bien, on a fait 13 000 hectares. On s'aperçoit que 4% uniquement des feux représentent les 3/4 des surfaces brûlées. Voilà, donc on va en parler. En 2018, il y a eu principalement 5 communes qui ont été impactées et qui ont représenté plus les 3/4 de la surface brûlée du territoire. Ce sont des communes qui reviennent régulièrement tous les ans. On s'aperçoit également que depuis la mise en place par Météo ANC de ce qu'on appelle le prévifeu, donc avec l'indice feu moyen, où on étudie en fait 3 paramètres, le stress hydrique des végétaux, donc s'ils sont secs ou pas, c'est le degré d'humidité dans l'air, mais également l'état de sécheresse dans les sols. On s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse corrélation entre ici, donc quand on est en vigilance extrême, donc rouge, et puis nos pics de surface brûlée. Donc en gros, on tape dedans. Là, on est en limite sévère. Ici, on est en extrême sévère. Donc, en fait, il y a une corrélation entre les données scientifiques qui nous sont amenées par Météo ANC et les surfaces brûlées importantes. Voilà. Jusqu'à présent, il n'y a rien de nouveau, mais en tout cas, ça fait que confirmer que ce dispositif qui a fait beaucoup de bien à la Calédonie, en tout cas pour les services opératifs qui vont sur le terrain, que ce soit les éco-gardes, les gardes nature qui font du préventif, que les sapeurs-pompiers qui sont dans le curatif. Et effectivement, c'est important d'avoir ces données en amont. Et pour les techniciens que nous sommes, j'ai vu qu'il y a quelques collègues là, donc je vais essayer de pas trop dire de conneries, on augmente le potentiel humain et pendant ces périodes-là, de manière à ce qu'on soit plus réactif. Voilà. Ensuite, on a un schéma sur les départs de feu qui nous sont signalés, donc 266, mais je suppose qu'il y en avoir bien plus dans les remontées d'informations. Le chiffre 266 est important puisque à partir du moment où on est au courant, nous avons une cellule qui est activée
pas H24, elle est en astreinte la nuit, mais la journée du lundi au dimanche inclus. Et à partir du moment où un feu est signalé, il est suivi jusqu'à ce qu'il soit clôturé et que le feu est signalé éteint. Donc on s'aperçoit que toute la Calédonie est impactée, voilà, par les départs de feu. On sait que la cause principale est anthropique, c'est lié à l'activité humaine, donc on ne va pas y revenir non plus. Ce qu'on sait également, c'est regarder les surfaces brûlées. Alors attendez que je ne me gourre pas de boutons. Donc on voit bien qu'on est cette année, en 2018 en tout cas, Poum a été le focus, Wegwa a été le focus. Je rappelle que Wegwa, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de service d'incendie de secours. Thio a été le focus, et puis Mont-d'Or Sud. Voilà. Ici, vous avez... alors, avant de vous parler de celle-là, si je peux vous parler de celle-là. Par commune. Alors, on voit bien que les communes qui sont les plus impactées sont chaque année quasiment les mêmes. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener de ce côté-là. On s'aperçoit... Alors, attendez, parce que moi, si j'ai pas mes yeux, ça se passe pas bien. Mais on s'aperçoit effectivement que les communes qui sont les plus souvent impactées par des départs de feu, alors qui dit départ de feu ne veut pas dire superficie importante, hein. Mais départ de feu, on voit que Doumbéa a la Palme d'Or en 2018, derrière avec Koné, qui la talonne de peu, et ensuite on a des communes telles que Thio, où c'est très récurrent, Païta, on y voit également beaucoup, prêter main forte, Mont-d'Or, Wailou. Voilà 2018, le top 6 des communes qui ont fait l'objet de plus de départs de feu. D'accord ? Ensuite, on a la comparaison avec les surfaces brûlées. Donc vous voyez que par exemple à Doumbéa, il était dans le number top 1 du départ de feu, mais en termes de surface brûlée, il n'y a pas grand-chose. En revanche, effectivement, sur le Mont-d'Or, donc là, on voit les feux majeurs, ce qu'on appelle des feux majeurs. Alors, c'est des feux où on a déclenché un dispositif de secours qui s'appelle l'ORSEC. Hein, c'est l'Organisation de la réponse de sécurité civile. Donc, il y en a eu 4 en 2018. C'est ce qui permet, en fait, la bascule de la direction des opérations de secours. Donc, c'est celui qui paye, en gros, hein, du maire. Donc, c'est basculé au président du gouvernement. Donc, on voit bien là, on le revoit bien sur le Crobar, que ce soit sur le Mont-d'Or, on a eu un feu au mois de décembre, que ce soit sur Wegwa, et sur Thio et sur Poum, Thio sur Saint-Michel et Poum sur 3 tribus, on va en parler tout à l'heure. C'est pas forcément ces communes-là, je reviens, où il y a une corrélation entre le nombre de signalements de feu et les superficies brûlées. Voilà, ensuite... alors, celle-là, les heures de vol, avant qu'on parle des heures de vol, faire un petit rappel sur les dispositifs aériens qu'il existe de lutte contre les feux de végétation. Donc, il y a 3 hélicoptères pendant la période dite saison administrative et feux de forêt qui sont déployés, un dans le nord, un sur le camp de Nandaï, dans le milieu de la Calédonie, et un dans le sud. Donc, le gros porteur... qui est le Bell, facilement identifiable par son bruit, eh bien, lui, il est basé sur Nanda, il est au milieu et en capacité de pouvoir aller nord, sud, est, ouest assez rapidement, avec un pilote anglophone et un traducteur pour les équipes qui sont au sol. Donc, le Bell a la particularité... Oh, punaise. Ça a avancé tout seul, non? Hein? C'est ça, hein? Donc le Bell a la particularité, lui, de pouvoir emporter 2500 litres d'eau. Je ne vois pas pourquoi j'ai plus mes hélicoptères. Bon, bref. 2500 litres d'eau. Et ensuite, les petits B3, donc, qui sont basés sur Koné et sur l'aérodrome de Magenta, eux, ont une capacité d'emport de 1000 litres. Voilà, donc je sais qu'il y a une grosse polémique sur les vecteurs aériens, nous aurons l'occasion d'en parler. En tout état de cause, le territoire émaillé, donc c'est un cigare, par 3 types de vecteurs. Ces vecteurs-là font l'objet d'un marché, et en termes de mobilisation, en fait, lorsqu'il est demandé et qu'il est justifié, il est engagé
avec un cadre qu'on appelle un cadre des moyens aériens. Donc c'est un sapeur-pompier qui est formé, aguerri au pilotage, enfin pas au pilotage, mais à la manière de diriger l'hélicoptère sur les feux et à prioriser l'attaque par rapport aux objectifs du monsieur le maire ou du pompier qui le représente. Donc sur ces diapositives, ce qui est important de voir, c'est que l'hélicoptère, en fait, il va partout. Hein. Voilà. À chaque fois qu'il est sollicité, je crois que c'est ça, hein, oui. Voilà. À chaque fois qu'il est sollicité, en fait, eh bien, il part. Donc ça, c'est la diapositive ici. Donc ça, c'est toutes les sollicitations. Donc il y a quasiment toutes les communes hein, où les hélicoptères interviennent. Et ensuite, vous avez sur la diapositive du bas le nombre d'heures qu'ont effectué les hélicos. Et donc, on voit bien que sur les feux majeurs, je répète, hein, on a des feux majeurs sur Weigwa et sur Poum, et sur le Mont d'Or et sur Thio. Hein. C'est là où on a le plus de potentiels qui ont été cramés en 2018. Ensuite, toujours pareil par rapport au potentiel, vous avez une autre diapo qui vous parle. On est sur la comparaison entre 2017 et 2018. Donc 2017, tout le monde l'a en tête, c'est le feu de la Tontouta. Okay. Et donc on voit bien qu'on a un gros potentiel d'heures, puisque ensuite il est parti dans la chaîne, et donc il a fallu aller chercher et engager des personnels qui ont été déposés avec du matériel spécifique pour courir derrière et pour éteindre tous les points chauds. Donc c'est un feu qui a duré plus d'1 mois. On voit bien que le potentiel, il a été cramé essentiellement sur ce feu-là. En 2018, donc pas de surprise, je vous ai dit 4 dispositifs Forsec niveau 2 feux de brousse qui ont été déclenchés. On retrouve sur le mois de décembre celui du Mont d'Or, celui de Poum, Weigwa et Thio. Voilà. Donc pas de surprise sur le bilan 2018. Voilà, vous avez l'étude comparative. Donc les chiffres qui vous sont donnés avant 2014, en fait c'est avant le transfert, donc on va dire qu'on va pas, c'est pas une source que l'on pourrait qualifier de fiable puisqu'on n'y était pas. En tout cas, sur ce que l'on peut vous dire, c'est que sur la remontée des chiffres terrain, de ce qu'on a bien voulu nous donner comme information en termes de départ de feu, eh bien on voit bien qu'en année impaire, les pompiers sont fortement sollicités et qu'il doit y avoir certainement une corrélation entre les facteurs météo et puis les superficies brûlées. J'ai une question là sur les chiffres, en fait c'est sur la période de la SAF, oui, c'est sur la période de la SAF. Voilà, alors ce que je peux vous dire, c'est que quel chemin parcouru depuis les 15 années où je exerce en responsabilité en tant que sapeur-pompier professionnel sur le territoire. Il y a énormément d'outils qui ont été mis à notre disposition, que ce soit des outils liés à la géomatique, donc les géomaticiens qui récupèrent le flux de données qui viennent soit des privés ou soit des provinces ou du gouvernement. Et donc c'est un vrai métier, la géomatique. Donc ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus pointus sur les analyses fines et sur le retour d'expérience. Beaucoup d'améliorations également avec nos collègues de la météo qui améliorent leur dispositif de relevé d'informations des stations et qui nous donnent des cartes qui sont quand même assez précises. Et puis bien sûr, la sécurité civile qui est montée en compétence. En 2014, quand il y a eu le tour de clé, il n'y avait pas de balles, hein, il y avait des budgets, de la bonne volonté et de la matière grise. Et puis on s'aperçoit que 5 ans après, on a quand même une organisation territoriale qui commence à être beaucoup plus concrète. Et on s'aperçoit qu'on vient prêter main forte quasiment toute l'année aux communes qui nous sollicitent. On reste dans leur domaine de responsabilité, on est juste une force concurrente. Et lorsque la situation est dite dépassée, eh bien là on monte sur un dispositif qui est un peu plus réglementaire, un peu plus encadré. Et donc, en 2018, concernant la saison des feux de brousse, pendant du 15 septembre au 15 décembre, eh bien, on a activé le dispositif que 4 fois. Voilà, j'ai terminé, merci. Alors bon, c'est un petit plan. Le PowerPoint est sans ambition. C'est pour vous permettre de suivre, surtout. Voilà, je vais commencer directement là.
Alors, j'avais prévu de remercier Fabien pour son initiative, hein, particulièrement utile, et dire aussi que mon intervention est un petit peu atypique parce que on m'a demandé de faire une intervention un peu stratégique, et j'ai tellement de choses à dire que finalement c'est difficile de trouver un plan cohérent pour tout ça. Et bon, alors, du coup, une intervention avec des informations factuelles, mais aussi des réflexions un peu personnelles, qui n'engagent que moi dans cette période aussi troublée de changement institutionnel. C'est-à-dire pas la possibilité de l'avoir fait valider par le précédent gouvernement et pas encore par le gouvernement entrant. Donc tout ce que je vais dire n'engage que moi. Précaution oratoire utile, hein, donc je le dis. Voilà. Pour répondre précisément à votre question sur qui fait quoi en matière de lutte contre l'incendie, le premier acteur concerné, c'est la commune. La lutte contre l'incendie, c'est une compétence communale. C'est le Code des communes qui le dit, c'est l'article 131-2 dans la partie législative du Code des communes. Et puis je vais vous le lire parce que, en tout cas, un extrait, parce que c'est intéressant. Donc ça concerne la police municipale, donc du maire. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Et dans son 4e alinéa, le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature, telles que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, etc. etc. Donc on voit bien que sur le plan juridique, réglementaire, le maire est en première ligne sur cette question-là. Alors, en ce qui concerne les communes, moi ce que je note depuis 5 ans à la direction de la sécurité civile, et je préfère regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est que on est dans une dynamique malgré tout de structuration au niveau des communes. Les communes font des efforts, certaines plus vite que d'autres. Évidemment, la situation est assez disparate d'une commune à l'autre. Pour autant, on est quand même dans une logique de progression. 22 centres de secours en Nouvelle-Calédonie, c'est déjà un peu mieux qu'en 2013. On notera la création d'un centre de secours à Ouvéa et un projet très avancé de centre de secours ou de centre de première intervention à Poya. Donc la dynamique est intéressante, même si effectivement on pourrait regretter, enfin certains pourraient regretter, ce n'est pas mon cas, que cette dynamique n'aille pas assez vite. Ce qui est important, c'est qu'on soit quand même dans cette dynamique. Au-delà des moyens, on peut aussi noter une progression dans la structuration et l'organisation hiérarchique des centres de secours, avec une montée en compétences intéressante des cadres. Hein. Alors là-dessus, l'action du gouvernement y est sans doute aussi un peu pour quelque chose en matière de formation, puisque depuis un certain nombre d'années, on envoie régulièrement, au gré des promotions internes au niveau des communes, des cadres se former en métropole sur des fonctions avancées en matière de commandement, et on organise au niveau local des formations aussi de haut niveau avec les 2 grandes écoles de formation, et ça contribue à l'amélioration de la qualité du service d'incendie et de secours et à sa structuration. Alors, à côté de ça, le rôle de la Nouvelle-Calédonie là-dessus. Alors, la Nouvelle-Calédonie, vous le savez, est compétente en matière de sécurité civile depuis le 1er janvier 2014, et son rôle est cadré par un autre texte, hein, qui est une loi de pays, le pays de 2012-1 de janvier 2012, qui, dans son annexe, hein, précise que la Nouvelle-Calédonie est chargée de coordonner les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune, ainsi que de déclencher, si nécessaire, le dispositif Orsec, d'assurer la direction des opérations de secours et de coordonner l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Donc pour décoder un petit peu ce charabia et puis remettre en perspective par rapport au Code des communes, en fait, quand on est en présence d'un événement d'intérêt ou de portée communale, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les limites géographiques de la commune et qui ne dépasse pas les moyens de la commune, on est dans le cadre d'un événement d'intérêt communal à la main, entre guillemets, du maire qui organise les secours comme il l'entend, en fonction de ses moyens sur la commune. Dès l'instant, et je résume pour faire simple, hein, je dis ça pour les spécialistes, hein, dès l'instant où on est dans le cadre d'un événement qui dépasse
le cadre de la commune ou les moyens de la commune, le maire soit sollicite l'échelon supérieur, hein, c'est ce qui est prévu dans l'article L131-2 du Code des communes, soit le président du gouvernement décide par autorité de prendre la direction des opérations de secours. Donc, en ce sens, la Nouvelle-Calédonie et la direction de la sécurité civile, qui est son bras armé sur le plan opérationnel, s'inscrit non pas dans le cadre d'une primo-intervention, mais dans le cadre d'une intervention complémentaire, subsidiaire, en renfort par rapport aux communes. Alors, son outil, on va dire, de planification d'intervention, c'est le dispositif Orsec, un dispositif qui, comme le disait le capitaine Thomas, est hérité du corpus de l'État avant le transfert de compétences, donc 5 arrêtés de 2012 qui définissent un certain nombre l'organisation de la réponse de sécurité civile en matière de feux de forêt. Et dans cette organisation, il y a effectivement ce que vous connaissez sous l'acronyme SAF, saison administrative des feux de forêt. Une saison qui s'étale du 15 septembre précisément au 15 décembre. Alors, personne n'a la prétention d'imaginer que les feux sont dociles et qu'ils s'arrêtent, ils commencent le 15 septembre et ils s'arrêtent le 15 décembre. Ça, ce n'est pas vrai. Et on sait que d'une saison sur l'autre, en fonction du contexte météo, en fonction aussi des initiatives malheureuses humaines, hein, puisque on l'a vu, les feux à 93% sont organisés dans une zone très très proche d'une activité humaine, hein, comme les voies routières par exemple. On sait que ça peut brûler avant ou après. Pour autant, on a un recul, et je crois que c'est l'œil qui l'a démontré à travers, on va dire, une compilation des observations satellites depuis une dizaine d'années, qui tend quand même à démontrer que même si ça brûle en janvier, même si ça brûle au mois de juin, en août, etc., il y a quand même une concentration des observations de feu sur les 3 principaux mois qui ont servi, qui ont été déterminés pour constituer la saison des feux de forêt. Donc après, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, j'y viendrai après. Pour autant, pendant cette saison de feux de forêt, la Nouvelle-Calédonie met davantage de moyens, elle s'organise pour mieux soutenir les communes, pour pouvoir faire face au risque d'incendie. C'est-à-dire qu'elle met en place donc les vecteurs aériens de lutte contre l'incendie. Elle s'organise en interne dans le cadre d'une cellule feu de forêt pour justement être plus réactive, récupérer les données, c'est les fameuses données qui ont été annulées, qui ont été présentées tout à l'heure par le capitaine Thomas, et puis être plus réactive en prépositionnant des moyens aussi terrestres en province nord et sur Nouméa pour soutenir les communes le plus rapidement possible. Alors la SAF, hein, je vais vous donner un ordre de grandeur au niveau du prix, enfin du coût. La SAF, quand il ne se passe rien, c'est-à-dire quand c'est une saison atone ou en tout cas modeste, c'est déjà 146 millions. 146 millions, c'est 136 millions rien que les marchés d'hélicoptères de la Nouvelle-Calédonie. Hein. À cette somme, il faut ajouter le marché hélicoptère de la province Nord, hein, qui rajoute encore 60 millions sur la SAF, 100 millions sur le reste de l'année. Et puis une dizaine de millions pour l'organisation de la cellule feu de forêt. Ça, c'est hors intervention, hein, et c'est hors moyens communaux engagés. On a déjà ce chiffre-là pour avoir un ordre d'idée de combien coûte entre guillemets le risque incendie en matière opérationnelle. Alors, si j'entends effectivement régulièrement des réflexions sur le fait qu'elle est mal positionnée. Alors sur le positionnement, on en a discuté. A priori, les 3 mois, septembre, octobre, novembre, ou mi-septembre jusqu'à mi-décembre, sont assez cohérents. Est-ce qu'on ne peut pas l'étendre, cette saison des feux de forêt? Bien écoutez, moi, les éléments que je peux vous donner, c'est que les différents exécutifs de la Nouvelle-Calédonie qui se sont positionnés, toutes sensibilités confondues, n'ont jamais souhaité le faire.
et n'ont jamais souhaité le faire, sans doute pour des raisons budgétaires, puisque 146 millions, si on double la durée de la saison des feux de forêt, on a deux options. On multiplie par 2 les moyens, ou alors on dilue les 146 millions sur 6 mois, ce qui aurait sans doute pour conséquence de dégrader le dispositif opérationnel. Donc bon, voilà, là-dessus je me positionne pas davantage, mais c'est des éléments importants à connaître. Autre élément aussi qui est un petit peu masqué en matière de coûts ou visuel, c'est la formation des acteurs de terrain. En matière de formation des acteurs de terrain, la direction de la sécurité civile et donc la Nouvelle-Calédonie a fait des efforts assez importants sur ces 5 dernières années. Alors, ça va être là, je ne vais pas verser trop dans les chiffres, mais on considère que c'est 6000 sapeurs-pompiers qui ont été formés en 5 ans, dont 351 spécifiquement à la lutte contre les feux de forêt et 25 sous-officiers dans le cadre d'une formation qu'on appelle la formation chef de groupe feu de forêt, qui est une formation de bon niveau, qui est dispensée, on va dire, pour les cadres et ceux qui commandent une intervention feu de forêt. Là aussi, en 5 ans, c'est 250 millions qui ont été consacrés à la formation des sapeurs-pompiers, toutes spécialités confondues par la DSCGR. Et c'est vrai que c'est un effort financier qui n'est pas négligeable, qui n'est pas forcément mis en exergue dans le cadre de la stratégie du feu de forêt, pourtant qui contribue quand même à améliorer la qualité d'intervention des acteurs de terrain en matière de feu de forêt. Et ce qu'on peut regretter, c'est que les communes n'en profitent pas suffisamment, envoient peut-être pas suffisamment de cadres en formation. Alors, je sais bien que le centre de formation est à Païta, pour autant, nous on fait venir quand même les écoles de métropole ici pour éviter que les communes aient à envoyer leur cadre en métropole. C'est dommage de ne pas profiter de cette opération et je ne m'explique pas qu'un maire qui a une forte responsabilité en matière donc opérationnelle sur cette question-là puisse de temps en temps, ça arrive, envoyer encore des personnes non formées sur des théâtres d'opération qui sont malgré tout risqués, avec les conséquences qu'on a connues cette année. Un dernier mot sur le soutien de l'État. J'ai pas fini, je suis très loin d'avoir fini, je vous rassure, ou je vous inquiète. Un dernier mot sur le soutien de l'État. Effectivement, l'État n'est plus compétent en matière de sécurité civile, c'est pas pour ça qu'il est absent. On peut toujours compter sur le soutien technique de l'État en activant son réseau national, et on le verra tout à l'heure sur la question des moyens humains. Soutien technique, soutien financier aussi à travers le financement du plan de développement de la sécurité civile qui a permis de lever une enveloppe de d'1 milliard, 600 millions de l'État, 400 millions de la Nouvelle-Calédonie pour financer 3 volets, dont un volet d'équipement communal pour 420 millions qui se concrétise sur le terrain par l'acquisition de 12 camions qui sont commandés, qui arriveront en fin d'année et qui seront mis à disposition des communes qui le souhaitent dans le cadre d'une convention quinquennale pour améliorer, modestement sans doute, et sans doute pas suffisamment, mais pour améliorer malgré tout la situation opérationnelle et les moyens opérationnels sur place. Alors, je vais quand même avancer parce que j'ai avancé là. Voilà. La question des moyens. La question des moyens, c'est une question importante parce que chacun a son point de vue sur la question des moyens. Je suis sur la bonne diapo là ? Oui. Chacun a son point de vue sur la question des moyens. Quand on interroge peut-être nos collègues sapeurs-pompiers, ils vont dire on n'a pas assez de moyens. Quand j'interroge monsieur le maire, non, j'ai donné beaucoup de crédit, beaucoup de moyens déjà à la politique publique en matière de secours. Et personne n'a tort évidemment, et personne n'a raison, parce que ce qui nous manque, c'est un étalonnage, c'est un document partagé qui permette de coucher sur le papier, de manière à ce que ce document il soit partagé par tout le monde, le niveau de couverture qu'on souhaite mettre en place en Nouvelle-Calédonie en matière de risques. Et dans les risques, le feu de forêt. Et ce document, il existe.
Il s'appelle le SDAC, le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques. Et c'est un document, c'est une obligation de la Nouvelle-Calédonie de le mettre en œuvre. Et cette démarche, elle ne peut être que participative et associer l'ensemble des communes, alors sans doute par le biais de leurs 2 associations de représentation, pour définir, d'abord recueillir les moyens existants, définir les risques présents en Nouvelle-Calédonie et surtout définir le niveau de couverture qui sera déterminé, on va dire, par l'échelon légitime, c'est-à-dire l'échelon politique. Une fois qu'on aura ce schéma, on sera en mesure de dire là, il n'y a pas assez de moyens, là, il y en a un peu trop, ou si ça doit arriver, et pour éventuellement imaginer une péréquation ou des choses comme ça. Tant qu'on n'a pas ce document, c'est très difficile, en dehors de parler dans le vide et d'exprimer chacun sa position. Alors, la démarche a été initiée en février 2018. Elle n'a pas pu aboutir. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. Elle n'a pas pu aboutir pour des questions de divergence politique. Moi, j'invite de mes voeux, j'invite les acteurs à se remettre autour de la table. On va relancer ce sujet-là de manière à faire aboutir ce schéma. C'est extrêmement important. Après, dans les limites, un problème aussi qui peut limiter, on va dire, la qualité de la réponse opérationnelle, c'est aussi la crise des vocations et les hommes. Des camions rouges, on peut en trouver assez facilement, on peut les faire venir, c'est un coût, un chèque important à faire, mais s'il n'y a personne dedans, ça ne sert pas à grand chose. Et effectivement, les centres de secours, la direction de la sécurité civile fait actuellement face à une crise générale des vocations, un turnover important en matière de sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est vraiment une donnée qui peut être limitante et pénalisante. Chaque année, on compte 60 sapeurs-pompiers qui sortent de leur engagement, enfin qui quittent leur engagement volontaire. Et il nous faut collectivement, les communes, la DSCGR, déjà recruter 60 sapeurs-pompiers rien que pour maintenir l'effectif au niveau qu'il existait. Dans un climat budgétaire, un contexte budgétaire de plus en plus rigoureux, la question des moyens des collectivités ne peut pas être éludée. À mon avis, on s'inscrit dans une situation durable de pénurie financière. Le mot est peut-être un peu excessif, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la situation aille mieux et qu'on ait plus de facilité en matière de moyens. Et je crois que la solution en matière de services d'incendie et de secours, comme d'ailleurs dans d'autres politiques publiques, c'est la rationalisation et la mutualisation. Donc la mutualisation, on peut la travailler sous 2 axes. Un axe de proximité assez pragmatique par l'intercommunalité, c'est un axe intéressant. Ça permet déjà de limiter les échelons, de regrouper les moyens entre plusieurs communes. Et le deuxième axe, c'est la territorialisation des moyens de secours, quelque chose sans doute de plus ambitieux, de plus complexe à mettre en œuvre, peut-être plus efficace. En tout cas, c'est ma vision, à voir si elle sera confirmée dans le futur. Un mot aussi sur la qualité de l'intervention. On en a parlé assez rapidement. La qualité de l'information, de l'intervention, elle démarre dès l'alerte et la remontée de l'alerte. Et c'est vrai que c'est une problématique importante, c'est une problématique qu'on retrouve dans les statistiques, puisque vous voyez qu'il y a des décalages entre les informations des communes, les informations de la DSCGR, les informations qui remontent des systèmes d'information automatisés, géomatiques, etc. Donc c'est important, mais au-delà de la statistique, c'est fondamental en matière d'intervention. Je vais vous prendre 2 exemples. Quand nous sommes informés à la DSCGR, au bout de 2h30 que des bungalows brûlent sur un hôtel du littoral, naturellement, 2h30 de perdu pour anticiper
le renfort pour anticiper la montée en puissance du dispositif. Quand nous sommes informés au bout de 24 heures qu'un feu court dans les crêtes, eh bien c'est 24 heures de perdu pour anticiper une réponse opérationnelle. Et ça, je dois dire que c'est pas compliqué, ça coûte pas cher. C'est un appel, un coup de téléphone ou plusieurs coups de téléphone pour faire remonter cette information. Je rappelle que depuis août 2017, par une directive opérationnelle du président du gouvernement, c'est une obligation pour les communes de faire remonter ce type d'information. Deuxième point limitant la qualité de l'intervention, la qualification des sapeurs-pompiers. On a parlé rapidement il y a quelques instants. C'est vrai que les pompiers doivent se former pour faire les meilleurs choix en matière d'utilisation des moyens, doivent faire les meilleurs choix tactiques, doivent faire les meilleurs choix stratégiques, doivent aussi tout simplement être formés pour savoir dans quelles circonstances solliciter l'échelon supérieur pour justement faciliter cette montée en compétences. Ça fait partie de la formation et cette formation qui est aussi un gage de sécurité, on l'a vu aussi encore malheureusement en début d'année, sur les bonnes conduites à tenir. La disponibilité en eau, j'essaie d'aller vite, je suis désolé, je sais que j'ai les gros yeux de Fabien qui me regarde, mais la disponibilité en eau, c'est quelque chose aussi de fondamental sur les théâtres d'opération. Ça paraît simpliste comme réflexion, et pourtant, par le choix des matériels ou des camions qui est souvent dicté peut-être par des considérations budgétaires ou des choix stratégiques qui ne sont pas forcément les bons, mais on se retrouve souvent sur les théâtres d'opération avec un manque d'eau, et là-dessus j'engage les collectivités qui sont responsables en matière de gestion d'aires de gestion durable par exemple, ou de massifs sensibles, de privilégier ou d'imaginer des solutions de manière à ce que de l'eau soit accessible sur les théâtres d'opération, soit dans le cadre de cuves, réserves DFCI, soit en permettant l'accès assez facilité aux retenues collinaires, aux points d'eau naturels, de manière à ce que les services de secours puissent avoir accès à l'eau. Chaque année, on doit faire face à des administrés qui entravent les services de secours pour avoir accès à l'eau, voire même des mises en joue des hélicoptères bombardiers d'eau qui viennent puiser dans des retenues collinaires. Je pose la question de savoir si c'est acceptable ou pas. Alors sur les moyens humains, les moyens aériens, j'ai fait un focus là-dessus, c'est important, c'est intéressant. On parle toujours des Canadair. Alors les Canadair, est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y aura des Canadair? Je ne peux pas répondre à votre question, je vais quand même vous donner quelques chiffres. Donc la France compte 11 Canadair, c'est une flotte assez vieillissante, dont certains datent de l'après-guerre. Chaque année, et chaque appareil coûte à l'État 320 millions de francs d'entretien, chaque appareil. C'est quelque chose d'assez énormissime. Un Canadair, c'est environ 2,5 milliards à l'achat, en considérant qu'on puisse quand même en acheter. Parce que l'entreprise qui produisait ces Canadair, Bombardier, a vendu sa licence à une petite entreprise qui ne sait pas encore si elle va redémarrer ou pas la production de Canadair. Une heure de vol de Canadair, c'est 1,2 million de francs. Pour remettre un peu en perspective, une heure de vol d'hélicoptère bombardier d'eau, c'est entre 350 et 700 000 francs de l'heure, suivant le modèle. Le budget alloué aux moyens aériens d'intervention de la DSCGR, c'est 136 millions. Donc l'histoire du Canadair est hors de portée financière. On a aussi parlé du Dash. Le Dash, c'est un moyen d'intervention qui ressemble à un ATR, pour faire simple. L'État en possède deux, et à la demande de nos collègues sapeurs-pompiers, à la suite d'une saison des feux de forêt un petit peu difficile en 2015,
On a fait venir une mission de l'État, et je parlais de soutien technique, et en ce sens c'est une illustration assez prégnante du soutien technique de l'État. On a fait venir en 2016 donc une mission pour étudier la possibilité de mobiliser en Nouvelle-Calédonie un des Dash de l'État, puisqu'il y en a un qui est à La Réunion et il y en a un qui est en métropole. Alors, pour faire simple, la question pour le moment ne se pose pas pour des raisons de taille de flotte. À terme, l'État qui abandonne le Canadair, c'est peut-être déjà aussi un signe et un début de réponse, hein, doit se doter de 5 Dash. Pour le moment, il n'en a que 2. La question pourra se poser de déploiement d'un Dash en Nouvelle-Calédonie que quand la flotte nationale sera complète, hein. Pour autant, il faudra lever quand même certaines difficultés techniques et opérationnelles, et l'estimation financière donc a été réalisée pour la mobilisation de ce moyen en Nouvelle-Calédonie. Donc la mobilisation, les frais fixes de mobilisation du Dash en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire s'il vient et qu'il se pose en Nouvelle-Calédonie sans voler, c'est entre 130 millions et 250 millions. 130 millions, c'est s'il vient dans le cadre de la solidarité nationale, c'est-à-dire un événement important, impromptu, qui n'est pas prévu, avec une part de financement qui est acceptée, pris en compte par l'État. 250 millions, c'est s'il vient de façon prépositionnée à la demande de la Nouvelle-Calédonie, avec la Nouvelle-Calédonie qui paye l'intégralité du coût. Ça permet simplement de faire venir le Dash en Nouvelle-Calédonie. Après, il faut rajouter 2,5 millions de francs de l'heure, soit 125 millions pour une cinquantaine d'heures de vol. Voilà. Donc, je vous laisse y réfléchir. Et voilà. Donc, je vais vous parler, moi, modestement des hélicoptères bombardiers d'eau. Des hélicoptères bombardiers d'eau, écoutez, pour le moment, la DSCGR a obtenu de la Nouvelle-Calédonie un budget de 136 millions par an. C'est en augmentation par rapport à 2016, puisque à la lumière de la saison 2017, on a réussi à obtenir une rallonge pour augmenter le potentiel, augmenter la durée d'intervention, puisqu'on avait des hélicos qui commençaient à partir du mois d'octobre, et notamment le gros porteur. Maintenant, ils commencent dès le mois de septembre. Et donc, 136 millions, c'est que le budget de la direction de la sécurité civile. Il y a aussi le budget de la province nord, dont il faut prendre en considération, qui est une centaine de millions, sur la partie nord des hélicoptères bombardiers d'eau. La solution HBE, c'est malgré tout une solution flexible. C'est sur le terrain des rotations courtes. C'est un vecteur qui peut embarquer entre 1000 et 2500 litres d'eau. Alors, certes, un Canadair, c'est 6000 litres d'eau, un Dash, c'est 10 000 litres d'eau. Pour autant, je laisse la parole aux spécialistes, mais est-ce qu'il vaut mieux une rotation, un largage de 10 000 litres d'eau toutes les heures et demie? C'est ce qui est prévu dans l'étude pour la mise en œuvre du Dash en Nouvelle-Calédonie. Le Dash positionné à Tontouta, c'est une rotation, c'est un largage en 1 heure et demie de rotation, c'est-à-dire pour une intervention dans le nord du territoire. Est-ce qu'il vaut mieux 10 000 litres d'eau toutes les heures et demie, c'est-à-dire 3-4 fois par jour, ou est-ce qu'il vaut mieux finalement des rotations plus rapides, beaucoup plus modeste en matière de volume? Pour moi, ma religion est fondée, mais je laisserai aux sachants le soin d'en débattre. À titre d'information et de comparaison, donc si on devait mobiliser le Dash ici en Nouvelle-Calédonie, donc on en aurait pour 375 millions de francs. C'est la somme des chiffres que je viens d'évoquer, et ça représente 750 heures de vol HBE. Actuellement, on a 265 heures de vol, c'est-à-dire qu'on est en capacité de plus que doubler le potentiel d'heures de vol HBE. C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Le HBE, donc l'hélicoptère, c'est pas non plus une spécificité locale de Nouvelle-Calédonie, c'est pas un pis-aller, puisque en métropole, on compte 28 hélicoptères bombardiers d'eau qui complètent effectivement les moyens aériens de la sécurité civile, que sont le Canadair et les Dash et les trackers.
Voilà, c'est des moyens qui sont actuellement utilisés en métropole, comme d'ailleurs en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Enfin, les moyens aériens, je le dis pour conclure sur ce chapitre-là, n'empêchent ni l'éclosion des incendies, ni les grandes étendues de surface brûlées. Et je vous citerai l'incendie de Balagne en Corse en février 2019, donc c'est tout récent, 1300 hectares de brûlés, et pourtant 2 Canadair, 2 trackers et 150 pompiers déployés. Voilà. Donc les moyens aériens, effectivement, c'est un moyen complémentaire intéressant, mais ça ne règle pas le problème de l'éclosion des incendies. Voilà. J'en ai fini, je te promets, Fabien. Il me reste juste la dernière diapo. La dernière diapo, parce que je pense que c'est ça la solution. Alors, c'est sans doute un peu tarte à la crème, mais le feu de forêt, c'est une calamité, certes, mais c'est pas une fatalité. C'est pas un séisme, c'est pas un cyclone, on l'a vu, et maintenant on est capable, jusqu'à présent on avait une intuition forte, maintenant on est capable de l'étayer sur le plan de la méthode scientifique, mais on le sait, à 90%, 13%, 95% des cas, c'est une origine humaine anthropique. Alors il y a de la malveillance, puis il y a surtout, on va dire, de l'inconscience ou de la maladresse. Mais en tout cas, en raisonnant un peu naïvement et basiquement, si les hommes arrêtent de mettre le feu, il n'y a plus de problème de feu de forêt en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, c'était un message aussi qui a été porté hier, c'est qu'on peut agir sur cette pression, alors qu'à la différence de beaucoup d'autres en fait. Donc, et après on a vu aussi toutes les difficultés d'arriver à faire passer des messages en fait, localement, etc. À mon sens, c'est vraiment des actions. Je dirais qu'il faut aborder le problème globalement pour arriver à le résoudre. Il y a les moyens qui sont nécessaires, les chiffres donnent le tournis, effectivement. Et on voit bien que la collectivité elle va avoir du mal à supporter ça, la collectivité c'est nous. Mais en même temps, il faut quand même des moyens de lutte parce qu'on ne va pas pouvoir changer les pratiques en claquant des mains. Quoi. Donc effectivement, les moyens de lutte, ils existent. La question est de savoir est-ce qu'on est dans une course en avant, dans une fuite en avant, et où est-ce qu'on s'arrête, et est-ce qu'à un moment donné ça a du sens de faire payer toujours plus le contribuable pour finalement un comportement humain qui est déviant. Je pose la question, à un moment donné il faut trouver une limite, nécessairement. Et je crois beaucoup dans la prévention, notamment des jeunes générations. Je pense que nous c'est un peu tard. En tout cas, il faut être un petit peu optimiste là-dessus. Je vais finir sur 2 chiffres. Tout à l'heure, dans la présentation de Laurent Thomas, on a vu le feu de Bangu Komeggio, c'est celui de Tontouta. Et bien, ce feu, il a coûté à la collectivité, à la Nouvelle-Calédonie, sans compter les moyens de la commune de Païta. Ce feu, il a coûté 92 millions. Voilà. Il a coûté 92 millions et le coût total de la saison 2017, c'est 221 millions, rien que pour la direction de la sécurité civile. C'est-à-dire, c'est sans doute un chiffre extrêmement minoré par rapport à tout ce que les communes mettent en moyens en matière d'intervention. Et effectivement, tu disais que les chiffres donnaient le tournis. Je crois que ces chiffres-là ne font que le confirmer. Moi, je voudrais juste revenir, et après j'arrête, je juré, sur une des diapos que tu as présentées sur la spatialisation des feux. Et je remarque, et on remarque sur le terrain, sur le plan opérationnel, qu'il ne se passe rien sur les îles Loyauté. Alors, peut-être faudrait-il s'interroger et comprendre pourquoi ça. Est-ce que les structures communautaires, est-ce que les citoyens sont sensibilisés à la question ? Moi, ça m'intéresse quand même, parce qu'on est très rarement sollicité par les îles Loyauté, et pourtant, il y a du combustible, il y a des massifs, il y a quelques massifs forestiers, il y a de la végétation, il y a des allumettes, il y a des hommes. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi les îles Loyauté peuvent être présentées un peu en exemple en matière vertueuse sur cette problématique-là. C'est une question que je pose. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Bonjour, je m'appelle J. Monteferrario, je travaille à la mairie du Mont-d'Or et aujourd'hui je suis porte-parole de l'AFM, donc je vais essayer d'être un peu plus court que le directeur de la DCGR.
Voilà, donc en matière de gouvernance, en préambule, je vous dirais que évidemment les maires de l'AFM sont directement concernés par le risque feu de forêt. On a parlé des biens, des personnes, des biens et de l'environnement. Moi, j'aimerais vous dire également que on a connu les drames, bien sûr, mais il y a également des atteintes aux personnes indirectes. Un petit exemple, le feu de Mouriange en 2017, c'est 170 évacuations, c'est 70 défenses de points sensibles. Donc ça participe au stress des populations, ça participe au sentiment d'insécurité. Voilà, en termes de biens, c'est des pertes d'exploitation agricole, des pertes de champs. Et puis bien sûr, en termes d'impact environnemental, on l'a développé toute la journée d'hier. C'est où, hein? Voilà, en termes de matière de gouvernance, les maires souhaitent être consultés systématiquement. Donc c'est quelque chose qui revient fortement au sein de l'association. Il veut être concerné et consulté sur les projets structurants qui touchent de près ou de loin aux problèmes de sécurité civile. Donc ça rentre en plein cadre dans les feux de forêt. Voilà, c'est le premier élément qui est très fort. Ils souhaitent, comme je vous l'ai dit, en termes de compétences, sont les premiers acteurs de la sécurité civile, les premiers responsables en termes de compétences dans le code des communes. Et cette compétence les pousse à vouloir vous informer de cette situation. Et donc, je dirais le message fort de mon intervention, c'est celle-ci. C'est le souhait des maires d'être consultés et régulièrement informés des projets structurants. Je vais rebondir sur les propos de Monsieur le directeur de la sécurité civile. Il y a également un souhait de voir sortir le SDACR. Alors c'est un document directeur qui manque au maire de l'AFM. Il va permettre de structurer les secours, permettre de donner une vision à moyen et long terme des dispositifs de sécurité. Et en termes de matière de feux de forêt, il va permettre la préparation, la prévention et la lutte des feux de forêt. On peut parler également de délai de route, de couverture du risque. Actuellement, il n'y a pas d'obligation réglementaire voilà, au niveau des feux de forêt. Je vais y arriver. Quelque chose qui fait polémique, puisqu'on en a parlé depuis 2 jours, c'est les dates de la SAF. De notre côté, on estime que les dates de la SAF ne sont plus en adéquation avec les réalités de terrain. Bon, pour parler de la ville du Mont-d'Or, puisque je travaille à la ville du Mont-d'Or, c'est un problème que je connais bien. On a eu des incendies majeurs en 2017 et en 2019 qui ont été hors SAF. Donc au-delà du fait que ça soit une saison administrative, ça pose un vrai problème d'engagement des moyens. Donc on ne met pas en cause la volonté de la DCGR de bien faire, puisque en règle générale, quand on les appelle, ils viennent. Mais c'est aussi compliqué pour nous d'avoir les moyens, et notamment les moyens aériens hors SAF. La volonté de continuer à développer les actions de prévention sur les risques feux de forêt à travers des projets éducatifs, la sensibilisation du public et des utilisateurs du massif forestier. Et enfin, le dernier point, continuer à accentuer les mesures répressives. Alors ça part du respect des arrêtés communaux en termes de débroussaillement, en termes d'interdiction de brûler, mais également le dépôt des plaintes systématiques. Donc pour exemple, la ville du Mont-d'Or, c'est 45 dépôts de plaintes l'année dernière sur des feux de plus de 50 arts. Voilà. Je vous remercie de votre attention, si vous avez des questions. Le monde idéal, c'est effectivement le guerrier armé. Faute de moyens, on a tenté une expérience cette année qu'on a appelée le guerrien. Alors pourquoi le guerrien? D'abord, le premier postulat, c'est de dire qu'effectivement, pour que la lutte des feux soit efficiente, il faut qu'on ait une détection précoce et une attaque massive. Donc c'était le postulat de départ. Le deuxième élément, c'est qu'on a un secteur, comme beaucoup, qui est étendu, accidenté, avec des effets de vallée et de fortes zones à valeur environnementale. Ça, c'était le postulat de départ. On a également sur le secteur de Mont-d'Or 2 secteurs bien distincts, un secteur très urbanisé qui s'étend du nord jusqu'au col de Mouriange et un secteur
moins, enfin du coup à forte zone d'intérêt environnemental. Donc pour essayer de couvrir au mieux le secteur, on a cette année, enfin 2018-2019, eu recours à une société avec qui on a travaillé pour proposer une prestation de guet aérien. Donc comment ça fonctionne? C'est simplement un ULM, alors ou un ULM ou un petit avion, en fonction des vitesses de vent, puisque l'ULM à partir de 20-25 nœuds, ça commence à être compliqué, qui décolle le matin, qui fait 2 allers-retours dans la journée, donc à peu près 1 heure de vol pour couvrir l'ensemble du secteur, donc de Yaoundé jusqu'au Cap Ndoa. Voilà, il fait un aller-retour, il suit la route, et en suivant la route, il a une vision globale de l'ensemble du secteur. Il couvre également toutes les zones de la province sud, par exemple. Et on fait en règle générale un vol le matin et un vol en début d'après-midi. Voilà, ça c'est pour la prestation. La question qu'on s'est posée, surtout, c'est quand. On est parti l'année dernière sur toutes les journées en risque extrême. Voilà, il fallait bien qu'on commence par quelque chose. Et en termes de moyens embarqués, on a effectivement, comme c'est écrit là, une cartographie embarquée avec des coordonnées GPS. Le pilote repère un feu, fait une rotation de reconnaissance pour savoir si effectivement c'est un départ de feu ou si c'est un feu sous surveillance. Quand le risque est avéré, il envoie les coordonnées GPS au centre de secours directement avec un petit logiciel d'acquisition, une photo, et après derrière on a une conversation téléphonique qui s'établit. Et ainsi, on peut détecter rapidement les feux. Pour finir, j'essaie d'être rapide, je pense qu'il y aura des questions. Pour finir, la détection précoce ne vaut rien si effectivement il n'y a pas une attaque derrière, puisque, pour rappel, le centre de secours de la coulée, ça se situe au niveau de la coulée, du casino de la coulée pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire au milieu du secteur de la commune. Et si le feu se déclare au Cap Ndoa, c'est globalement en délai de transit 1h20, 1h30. Donc on a mis en place deux solutions qui valent ce qu'elles valent, mais enfin en tout cas on essaie de les tenir. Du positionnement de sapeurs-pompiers, alors judicieusement positionné en fonction de l'occurrence des feux. Donc sur les 2, 3, 4 années antérieures, on a fait une statistique des horaires, des occurrences de feux, et on essaie de positionner au mieux les pompiers avec des endroits stratégiques, des carrefours, des choses comme ça qui permettent de partir au sud comme au nord. Et le deuxième élément, donc je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est mettre en place une surveillance active des acteurs du massif. Alors les acteurs du massif, c'est effectivement la province sud, la sylviculture, la province sud, la sylviculture avec Sud Forêt, la gendarmerie nationale qui tourne pas mal sur le secteur, les pompiers d'IAT qui sont à l'extrême sud de notre secteur et avec qui on a mis en place des accords pour venir surveiller un bout de notre secteur et puis nous venir en renfort chez eux quand besoin. Les mines, puisqu'ils ont des emplacements privilégiés pour la détection des feux. Donc tous ces acteurs-là, on essaie de les réunir au moins une fois par an. On souhaite faire certainement, peut-être cette année, une manœuvre d'ampleur avec eux pour essayer de coordonner tout ça. Et puis voilà, donc on essaye par la détection précoce des ULM et une attaque massive, c'est pas le cas, mais en tout cas une attaque rapide, et essayer de limiter les départs de feu. Merci. Alors, je vais vous parler de la réserve communale de sécurité civile. Nous, on appelait ça la réserve citoyenne pour ne pas faire comme les autres, mais c'est pareil. L'idée est la suivante, c'est que, on a parlé de la crise du volontariat tout à l'heure avec Kevin. C'est sûr on est tous touchés par ça. Mais on s'est rendu compte également que quand il y a des crises de sécurité civile, par exemple un gros feu sur la commune ou ne serait-ce qu'une tempête, les agents de la commune, les secours et puis tous les agents communaux sont rapidement débordés par l'événement et on va se retrouver en manque de personnel pour les appuis arrière et logistiques. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on manque aussi également de bonhommes pour faire de la prévention. On parlait de prévention des feux de forêt tout à l'heure. Voilà, donc tous ces éléments nous ont fait penser que ça serait intéressant qu'on mette en place une réserve communale de sécurité civile. On s'est appuyé sur différents textes. Il y a une loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, il y a le code de sécurité intérieure, il y a le code des communes, et puis il y a un référentiel que je vous invite à parcourir, qui est sur le site de la DCGR depuis 2013, sur les réserves citoyennes. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est du bénévolat avant tout. C'est des gens qui
C'est des gens qui déjà souhaitent s'investir sur leur commune, c'est des gens qui ont tous dans leur domaine de compétences des spatialités, des savoir-faire. On y trouve des anciens pompiers, des anciens policiers, on y trouve des gens qui ont fait de l'aide sociale, on y trouve des menuisiers, on y trouve un tas de personnes qui souhaitent s'investir dans leur commune et qui souhaitent s'investir dans leur commune lors des situations de crise. Alors c'est très encadré. La chose qui est importante de retenir, c'est que ces réserves citoyennes ne sont pas là pour substituer au secours de la commune. Et que on pourrait être tenté de vous dire, ah bah écoutez, les réserves citoyennes, on va les prendre, on va les habiller comme des pompiers, on va les mettre dans les véhicules, et puis on va leur demander d'aller taper les feux de brousse. Un, c'est pas l'objectif, et deux, bah, réglementairement, on est en dehors des clous. Donc bah non, c'est des gens qui vont être plutôt là pour garantir le soutien arrière des populations, qui vont et notamment faire beaucoup de prévention. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est en aucune manière là pour substituer au secours. Alors comment ça s'est passé sur la ville du Mont-d'Or? Nous, on a commencé à recruter 10 personnels de la réserve citoyenne. On les a formés, donc on les a formés essentiellement sur le plan communal de sauvegarde, qui est le document obligatoire de sécurité civile sur la commune. Donc voilà, on les a formés au plan communal de sauvegarde. On leur a attribué des secteurs, on leur a attribué des missions. Et on les a formés donc à ça, aux remontées d'informations, à la messagerie, toutes les petites choses qui peuvent permettre une organisation correcte des secours. On essaye chaque année de faire une manœuvre avec eux, et puis on les a équipés avec de l'habillement notamment. Voilà. Alors ce qui est important de comprendre, il faut faire un règlement intérieur pour bien définir le cadre des missions des réserves citoyennes, un arrêté communal, voilà, et puis une fiche d'engagement. Et puis voilà, on est à 10, on va monter certainement entre 30 et 40 dans les années futures. Pour 2018-2019, ils ont participé sur les grands feux à l'appui arrière, au soutien logistique. Notamment, tout à l'heure je vous ai parlé des mises en sécurité, des évacuations, ils ont participé au niveau des postes de recouvrement des victimes, etc., à la gestion des personnels des administrés qui étaient déplacés. Et ils ont eu du boulot lorsqu'on a eu la coupure des routes, on a une grosse coupure des routes là, au mois de mai, et ils ont géré notamment les navettes maritimes et des choses comme ça. Pour 2019, en tout cas 2019-2020, en plus de leur mission à l'intérieur des crises, on va certainement, enfin en tout cas on va les intégrer dans le réseau de surveillance de la commune. On a mis en place un plan de prévention des feux de brousse sur la commune. Et au sein de ce plan de prévention, il y a un réseau de surveillance et on va certainement les intégrer dans le réseau de surveillance. On va les équiper d'un véhicule. Et puis on va, avec les auxiliaires de sécurité civile que nous met à disposition la province sud, mailler les auxiliaires de sécurité civile et les réserves citoyennes pour créer des binômes et pour faire de la surveillance active dans les massifs et surtout de la prévention auprès des utilisateurs, c'est-à-dire distribuer des flyers, aller voir les gens, je ne sais pas, sur le champ de bataille et leur dire il est interdit de faire du barbecue, voilà les risques, etc.